Et l'Ukraine, on en parle aujourd'hui avec l'invité de Paris Direct. C'est vous, Romain Huette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes ethnographe. La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine, c'est votre troisième ouvrage qui vient de sortir aux éditions des presses universitaires de France. Il est le récit de deux immersions sur deux terrains de guerre. L'Ukraine, donc on vient d'en parler, entre 2022 et 2023. Et la Syrie, où vous êtes allé à plusieurs reprises entre 2012 et 2018. La Syrie auprès de combattants anti-Assad. Et en Ukraine, bien sûr, dans les rangs de ceux qui sont engagés contre l'invasion russe. Et l'une des questions à laquelle vous vouliez répondre en allant sur le terrain, c'est comment des hommes et des femmes ordinaires, pas spécifiquement préparés, pas spécifiquement politisés au départ, sont rattrapés, sont attrapés par la guerre. Oui, effectivement, c'était ça qui m'intéressait. Il y a une question qui me fascine un petit peu, c'est non pas de travailler sur des militaires de carrière, en tout cas dont c'est le métier, mais plutôt sur des gens ordinaires, je sais pas, j'avais des étudiants, des chauffeurs routiers, des commerçants, qui soudainement, vont accepter de prendre des armes, vont basculer et vont prendre des armes et accepter de tuer et mourir pour des raisons politiques. C'est un processus qui est assez, on va dire, difficile à cerner parce qu'on ne sait jamais si vous et moi, par exemple, on est dans une situation politique à peu près semblable. Comment réagirait-on ? Comment répondrait-on à la violence du monde ? Et donc, j'ai décidé de vivre avec ces personnes, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, passer du temps avec eux. Je vais passer, par exemple, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec les mêmes personnes, pour pas seulement essayer de savoir comment eux, ils racontent le moment où ils ont décidé de se soulever, mais c'est aussi pour confronter ces discours-là avec la vie ordinaire à l'intérieur de la guerre. Parce que je crois qu'on en sait assez peu. Quand on parle de la guerre, on en parle beaucoup de façon géopolitique, comme des jeux de nations, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, on le fait beaucoup, mais on regarde assez peu finalement de quoi sont faites ces vies ordinaires, qu'est-ce qu'elles rencontrent au quotidien. Et alors de quoi elles sont faites ? Vous faites part au bout d'un moment d'un dialogue dans une tranchée, vous êtes en Ukraine, dans l'Est, on dirait un dialogue d'En attendant Godot. Oui. C'est saisissant. Alors ça c'est vrai. C'est un mélange d'ennui, de colère, parfois d'exaltation, il y a de tout, quoi. Il y a tout, et c'est vraiment l'expérience du temps dans la guerre est très, très étonnante. C'est à la fois en fait un présent qui est très intensifié, vous vous rapportez plus vraiment au passé, hein. Vous remémorez assez peu les jours d'autrefois, les jours de la paix, c'est très douloureux en fait d'y repenser, et en même temps vous avez très peu de projections dans un avenir même assez proche. Donc on est dans un espèce de présent intensifié qui peut être perturbé à n'importe quel moment, parce que ce soit la Syrie ou l'Ukraine, ce sont des guerres en fait de forte intensité, et en même temps il y a une expérience de l'ennui. Et vous avez raison, on attend beaucoup, longtemps, et moi ce qui m'intéressait c'était de voir comment on occupait ce temps annulé. Alors évidemment en Syrie il n'y avait pas trop internet, c'était très difficile parce qu'on était trop près des zones de Bachar el-Assad, donc pour des questions de sécurité ça fonctionnait assez peu, donc ils regardaient énormément leurs photos, je pense qu'ils devaient connaître leur galerie photo absolument par cœur, et c'est là où par contre parfois ils retombaient effectivement sur les photos de leur famille, etc., et donc ça pouvait ramener à des souvenirs nostalgiques. En Ukraine ils l'occupaient énormément en faisant des jeux vidéo, en regardant Netflix, voilà, à côté de Bakhmout, on regarde Netflix quand on est un petit peu en retrait. Question abyssale, vous l'avez dit, comment un homme, une femme accepte-t-il ou elle de mourir ou de tuer pour des questions politiques ? Vous avez mené des dizaines d'entretiens avec les combattants que vous avez rencontrés et vous leur avez demandé notamment de vous raconter cette première fois où ils utilisent une arme, où ils tuent pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Alors c'est difficile, et d'ailleurs quand je posais cette question-là, j'en ai un peu honte maintenant parce que c'est une question qui est vraiment délicate. Je leur demandais de me raconter la première fois où ils ont fait une opération, et en réalité c'était très difficile pour eux de le raconter. Et d'ailleurs ils disaient jamais je, ils disaient toujours nous. On fait jamais seul, comme si en fait il y avait une façon, c'est pas de nier le réel, c'est pas d'enjamber le réel, mais une façon en tout cas de se mettre à plusieurs dans ce moment-là, et donc parfois difficilement j'arrivais à avoir les premiers récits, mais souvent c'était des récits, où on sentait que cette première fois c'était très improvisé, cette première fois elle s'était pas vraiment anticipée, ils savaient pas à quoi s'attendre en réalité. Moi, je me souviens d'un jeune Ahmad en Syrie qui est vraiment l'antifigure du combattant, plutôt timide, avec un corps un peu frêle, il savait jamais trop où se mettre quand il était dans un espace. Moi j'avais un peu d'affection pour lui pour cette raison-là, et il me raconte la première fois où il va attaquer un checkpoint de l'armée de Bachar el-Assad. Effectivement dans son récit il est obligé de me dire à un moment donné, il est obligé de naturaliser. Il est obligé de me dire, en fait, on ne pouvait pas faire autrement. On n'avait que ça à faire. C'est curieux, hein, c'est-à-dire que cette expérience-là reste une expérience
assez floue, ou en tout cas forcément nécessairement collective. Personne, écrivez-vous, ne peut préjuger du guerrier qu'il sera, ni vous ni moi, si demain la guerre est en bas de chez nous. Question posée aussi qui est celle de comment on vit avec l'horreur, comment on devient soi-même à un moment le bras armé de cette horreur-là. C'est ça, c'est ce que j'essaie moi, de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a un peu de temporalité dans la guerre. Il y a une première expérience, j'appelle ça l'expérience de l'ouverture, une espèce d'effervescence, quasi-effervescence collective. En Ukraine, par exemple, l'extraordinaire mobilisation générale évidemment, a produit chez chacun et chacune des formes un peu d'exaltation, parce qu'on se retrouve des solidarités, parce qu'on a l'impression qu'on devient un sujet de l'histoire, parce que les gestes qu'on accomplit au quotidien, ils ont de la signification, ils ont de l'épaisseur, contrairement peut-être à la vie ordinaire où c'était des vies un petit peu insignifiantes. Parce que c'est mu au début par quoi ? Par la colère, par la vengeance, par l'assentiment de faire quelque chose de juste. Oui, le sentiment de faire quelque chose de juste, ça je crois que c'est important, et le sentiment de ne pas être dans un rapport de passivité vis-à-vis de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a un rôle actif, enfin, il y a le registre évidemment de l'héroïsation qui est très très fort, quoi. Mais à ce moment d'ouverture peut succéder, en tout cas succède à un moment donné, à force de faire cette expérience de la violence sur la durée, des moments de clôture, des moments de fermeture, les solidarités peuvent se relâcher, il peut y avoir d'ailleurs des premières tensions dans les groupes, des premiers replis égoïstes, et moi ce que j'ai pu observer très nettement en Syrie et en Ukraine, c'est ce que j'essaie de regarder en ce moment, c'est les tentations de comment je fais quand je vis quotidiennement le chaos. Vous imaginez que, subjectivement, on peut vaciller à force de ne plus avoir de repères, même les paysages, les destructions sont omniprésentes. Comment je réponds à ce chaos ? Eh bien, la tentation, ou la tendance, ou en tout cas la possibilité, c'est de se cramponner en fait à des grands textes. Bon, le registre religieux en Syrie ne vient que quand... L'expérience avec des combattants qui ont peu à peu sombré, pour certains, dans le fanatisme. Ah oui, complètement. Enfin, je veux dire, en quelques mois, comme des personnes qui n'avaient pas vraiment un rapport religieux très sérieux, ou en tout cas très important, et qui en quelques mois vont se crisper complètement et peuvent effectivement se tourner vers un texte qui reconstruit de l'ordre, là où ça n'est que des ordres. Et est-ce que le parallèle de ça, qui n'est pas du tout sur le même sujet, mais en Ukraine, vous dites que vous sentez une crispation sur la haine vis-à-vis de la Russie. Est-ce que ça, c'est un des ressorts, un des moteurs, justement, face au chaos provoqué par la guerre ? Oui, je pense que le rapport de haine, ça signifie justement précisément ce rapport de clôture. Et effectivement... Et qui va s'amplifiant. Oui, qui ne peut que s'amplifier. En tout cas, c'est dur d'arriver à réguler cet affect. Quand vous êtes, au tout début de la guerre, ce qui est certain, c'est que je m'apercevais très bien que ce qu'ils désignaient comme leur ennemi, c'était Poutine. C'était Poutine et ceux qui se battent pour Poutine. En revanche, ils ne parlaient pas vraiment de la société russe, etc. Et progressivement, on entre, à mesure que la guerre dure, on entre dans des formes de déshumanisation de l'ennemi. Ne serait-ce que comment on le qualifie, ne serait-ce que comment, en fait, on lui enlève sa part d'humanité en le qualifiant un des mots qu'il raconte, en parlant des Russes, les pédophiles, ou toute une série de termes qui justifient ensuite la violence derrière. Alors, je ne sais pas si c'est des cas très singuliers, parce que moi, c'est difficile de parler et d'avoir un discours général, parce que j'ai fréquenté deux groupes de volontaires, un dans le Donbass et un à Kharkiv, dans lequel finalement, est-ce qu'ils sont représentatifs d'un ensemble ? J'en sais rien. Mais je crois qu'il faut être vigilant effectivement sur la possibilité de la haine. En tout cas, dans les combattants que vous avez rencontrés, vous l'avez évoqué à l'instant rapidement, et c'est plus inattendu de ce que la guerre rend la vie significative, de ce qu'elle fait sortir ces hommes et ces femmes d'un sentiment d'impuissance qui précède l'entrée en guerre, qui là, pour le coup, est très contemporain. Oui, c'est ça. Et moi, l'idée dans ce livre, c'était aussi de se dire, mais qu'est-ce qui attire tant dans la guerre ? Quel est le pouvoir d'attraction dans la guerre ? Et comment se fait-il, alors qu'on devrait ça devrait susciter en nous de la répulsion ? Oui, exactement. Comment se fait-il qu'on peut y trouver des formes de jouissance ponctuelle, etc. Et pour moi, il me semble que c'est aussi révélateur des difficultés qu'on a peut-être à vivre la vie en paix. Et par exemple, quand je parle d'une vie, en fait, socialement peut-être un peu insignifiante dans notre vie ordinaire, j'ai l'impression qu'on connaît les uns et les autres souvent un peu ce genre de sentiment, le sentiment de faire des choses. Peut-être que parfois on se reconnaît un peu dans ce qu'on fait, mais que de façon générale, peut-être que notre contribution dans le monde est relativement peu lisible, ou en tout cas peu déchiffrable. Dans la guerre, c'est clair qu'il y a... Tout ça, c'est épuré, quoi. Soudainement, en fait, ça devient tout à fait net. Vous avez des responsabilités, et en plus avec les autres. Donc des solidarités. Et vous voyez l'immédiate action de ce que vous faites. Exactement. L'effet immédiat de ce que vous faites. C'est terrible, parce que moi, je prends l'exemple du geste de destruction. Le geste de destruction, c'est la matérialité du monde.
qui s'effondre devant vous, la solidité du monde, ce qui paraît absolument immuable. Si on est à Paris, par exemple, demain, oui, effectivement, le paysage, quand on arrive à France 24, il sera globalement le même demain, a priori, quoi. Et là, soudainement, avec votre geste, il y a la matérialité du monde qui se brise. Qui fait cohabiter ce chaos qui vous use peu à peu et cette exaltation et ce rapport très ambivalent à la chose guerre. C'est quand ça. on est un combattant. C'est ça, c'est vraiment ambivalent au sens où, bien sûr, on ne peut pas simplement s'en tenir à cette espèce de registre romantique que je suis en train d'évoquer en disant on se retrouve des puissances dans la guerre. Non, pas du tout, certainement pas. Certainement pas, parce que à côté, il s'agit aussi, bien sûr, de raconter le ravage de ces subjectivités, de ces vies par la guerre. Et c'est des ravages qui sont psychologiques, c'est des ravages en fait qui sont physiques aussi concrets, parce qu'on a un nombre de morts qui est quand même considérable. Des gens en Syrie, dans tous les combattants que j'ai rencontrés, assez peu qui sont encore vivants aujourd'hui. En Ukraine, 30 000 en Ukraine selon les chiffres. Oui, qu'on peut facilement multiplier probablement par 2 ou 3. Et c'est vrai que moi j'ai commencé à le voir dans les groupes de volontaires que j'ai fréquentés. Au début de la guerre, globalement, tout le monde allait à peu près bien. Et c'est régulier que j'apprends le décès de l'un ou de l'autre. Bon, ça, quand vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui vous, tous les jours, vous êtes soit en train de combattre, soit en train de faire de l'humanitaire, et que vous assistez en fait à sa mort, à un moment donné, l'exaltation de la puissance, elle se confronte aussi à la tristesse de la perte. Vous abordez une autre question très intéressante et qui fait écho à ce dont on parlait à l'instant. On entendait le chancelier Scholz à l'instant, la question des combattants étrangers, volontaires là aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire une guerre qui n'est pas, a priori, pas la sienne ? Vous dites qu'on retrouve parmi ce qui les anime des choses parfois assez viles et misérables finalement. Là, je pense que quand ce sont des combattants étrangers, alors évidemment, j'en ai rencontré quelques-uns, surtout en Ukraine. En Syrie, il fallait mieux pas trop que je leur parle parce que ça m'aurait mis en difficulté. C'était concrètement des gens qui allaient faire le djihad et qui essayaient même de rejoindre l'État islamique. Mais oui, il y a quelque chose vraiment d'une quête d'héroïsation de sa propre vie, de façon évidente. Alors, on a des mobiles quand même assez différents. Je pense qu'il y a différents types d'engagés. Ceux qui vont vraiment dans le sentiment que l'Europe est en danger et donc veulent apporter leur solidarité aux Ukrainiens. Et rappelez-vous, au tout début de la guerre, il y a eu quand même une offre de volontariat qui était extrêmement importante, avec des gens qui n'avaient jamais combattu. Alors dedans, vous aviez des gens qui ne savaient rien de la guerre et qui pensaient que, en connaissant un peu Call of Duty, le jeu vidéo, ça allait être suffisant. Bon, généralement, les Ukrainiens leur ont dit non, merci, vous êtes gentils, mais on n'a pas besoin de votre aide. Et puis, vous avez des gens peut-être qui sont parfois plus politisés, qui ont aussi envie de faire exister des idées, alors par exemple les idées européennes, etc. Et puis moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en quête d'aventure, en quête de vie intense. L'égocentrisme et le collectif, c'est une autre forme d'ambivalence dans le rapport à la guerre. C'est un livre passionnant, singulier, La guerre en tête, que vous signez Romain Huette, aux éditions des presses universitaires de France, qui vient de sortir. Merci beaucoup d'être venu vous en parler. Vous parlez aussi de la sortie de la guerre et c'est un sujet aussi très intéressant. On en reparlera peut-être un jour. Merci encore. On se retrouve, nous, juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.